Si on veut se passer... alors voilà, donc ça c'était pour l'efficacité, j'y reviendrai après sur des exemples concrets. La deuxième chose donc qu'il faut faire, c'est utiliser moins de combustibles fossiles. Si on veut utiliser moins de combustibles fossiles, il faut notamment demander aux gens qui détiennent aujourd'hui les réserves de combustibles fossiles de bien vouloir les laisser sous terre, d'accord, de ne pas accorder de permis d'exploration, de permis d'exploitation, etc. Alors ici, je vous reprojette un graphique que je vous avais déjà projeté et qui vous donne la hiérarchie des réserves en combustibles fossiles par pays, en ayant discriminé charbon, pétrole et gaz. Je vous rappelle à nouveau que les premiers détenteurs de réserves liquides, alors le Venezuela c'est un peu particulier parce que ce qu'il a dans son sous-sol, c'est pas sûr qu'il en sorte tout ça, même s'il le voulait, l'Arabie Saoudite est très en dessous de la totalité des réserves de charbon du pays de M. Trump. Et maintenant, je vais vous montrer tous les pays qui étaient d'accord en 1997 pour prendre un engagement de limitation de leurs propres émissions, ce qui vous donne quelque part le consentement à agir au nom du climat des pays en question, et donc c'est un prérequis pour le consentement à laisser sous terre les réserves fossiles dont ils disposent. Alors voilà, dans tous ces pays-là, 3 pays qui ont soit ratifié tardivement, soit carrément laissé tomber leur ratification. Donc le Canada est sorti, la Russie a ratifié extrêmement tardivement, et les États-Unis ont fini par sortir. Enfin, ils n'ont jamais ratifié, en fait. Et tous ces pays-là, à cette époque-là, ils n'ont jamais pris d'engagement. D'accord ? Donc en gros, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que les gens qui sont d'accord pour agir au nom du climat, c'est essentiellement les gens qui n'ont pas de réserve chez eux. C'est essentiellement là, ces gens-là qui sont d'accord pour agir au nom du climat. Et je vous rappelle également quelque chose de très important que je vous avais dit la dernière fois, enfin une des dernières fois, qui est que le charbon, dont vous voyez qu'il représente l'essentiel des réserves extractibles restantes, est une énergie essentiellement domestique. Donc le charbon, il s'extrait chez soi et il s'utilise chez soi. Donc tant que les pays sont souverains, ceux qui ont du charbon, il ne dépend que d'eux-mêmes d'extraire leur charbon et d'utiliser leur charbon pour faire de l'électricité. Ça ne dépend que d'eux. D'accord ? Il est assez peu probable que ou le Vietnam, ou la Thaïlande, ou le Brésil, ou l'Autriche déboulent en Chine en disant « vous n'utiliserez pas votre charbon ». Assez peu probable. Ou en Australie. Donc ces pays-là, ils veulent utiliser leur charbon, ils l'utilisent, donc il faut les convaincre de ne pas l'utiliser, ce qui est évidemment pas très simple. Un autre élément dont il faut tenir compte, tout ça prépare encore une fois la discussion sur les mesures techniques, c'est que l'essentiel des émetteurs, donc l'essentiel des pays qui ont pris des engagements, c'est ceux qui n'ont pas les réserves, et par ailleurs l'essentiel des émetteurs sont des pays dans lesquels vous avez actuellement un régime dit démocratique. Vous voyez que sur ce camembert, qui représente l'ensemble des régions du monde, à part quelques exceptions, alors la plus notable évidemment est la Chine, et une bonne partie des pays du Moyen-Orient, mais sinon l'essentiel des autres pays sont des démocraties. Alors on peut dire ce qu'on veut, qu'elles ne sont pas parfaites, etc. La notion de démocratie parfaite pour moi est quelque chose qui reste un long débat. Parce qu'il n'y a pas de définition normative de ce que c'est qu'une démocratie parfaite. Moi j'ai envie de dire c'est une démocratie à partir du moment où les gens votent. Voilà, c'est ça ma définition. Qu'après on explique que le vote est truqué, mal organisé, je ne sais pas quoi, etc. Bon, très bien, reste à savoir ce que serait un vote pas truqué. Ou un vote parfait. En général, la critique la meilleure que je connaisse, enfin exactement la meilleure manière de traduire ceci n'est pas démocratique, par exemple dans un débat non démocratique en général est un débat qui conclut à autre chose que mon opinion. C'est une meilleure définition que je connaisse. Donc voilà, donc là, on a affaire à des démocraties, c'est-à-dire des endroits où on vote. Et une démocratie, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, et j'espère que vous êtes tous allés voter aux européennes, c'est un système qui n'est pas un système auquel vous êtes habitué dans votre vie de tous les jours. Dans votre vie de tous les jours, vous êtes habitué à être dans une institution dans laquelle il y a des règles, avec une autorité qui est capable d'édicter les règles, des gens derrière qui doivent respecter les règles et des sanctions en cas de non-respect des règles.
Donc je prends l'école des mines, où vous vous trouvez. L'école des mines a des règles. Par exemple, si vous ne passez pas un examen, vous avez 0. Et une deuxième règle, c'est que si vous avez trop de 0, vous n'avez pas votre diplôme. Et comme vous n'êtes pas rentré ici pour en ressortir sans diplôme, eh bien, vous faites les efforts minimums qu'il faut pour avoir votre diplôme. Voilà. Ce qui fait que tous ceux qui auront le plaisir d'avoir un rattrapage me courront derrière en disant « Est-ce que vous voulez bien me le corriger ?» parce que sinon, la direction des études me fait des ennuis. Donc, c'est quelque chose qui a, encore une fois, une hiérarchie, un vrai chef qui décide et un pouvoir de sanction. Alors tous, on a tendance à penser qu'un système politique en démocratie, ça fonctionne de la même manière. Vous avez un vrai chef, il décide, et ensuite, on s'exécute. Alors en fait, pas du tout. Dans les livres que je ne vous saurais trop vous conseiller de lire, il y a un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », écrit par un génie qui s'appelle Alexis de Tocqueville, il y a maintenant quasiment 2 siècles, dans lequel il décortique, alors je vous passe le premier tome, parce que le premier tome, il décortique par le menu les pouvoirs du juge en Amérique, bon, pas passionnant. Par contre, le deuxième est absolument fabuleux, parce qu'il fait une lecture sociologique extrêmement fine de la façon dont une démocratie poussera les hommes à se comporter. Et il n'y a pas une virgule à changer par rapport à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc une démocratie, c'est un système remontant, ou plus exactement une pyramide inversée, c'est-à-dire que lui, là en bas, en fait, il est chargé d'écouter et d'arbitrer entre tous les gens qui vont vous dire voilà ce qu'il faut faire. Et alors évidemment, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et tous, ils votent, c'est-à-dire que tous, ils décident si lui, en bas, là, il sera chef ou pas chef, ou plus exactement, s'il sera exécuteur testamentaire ou pas. Donc une démocratie, contrairement à une entreprise, une institution universitaire comme celle dans laquelle vous êtes, ou je sais pas quoi, une administration, c'est pas un endroit où le chef est un vrai chef qui impose sa volonté à une population qui n'en voudrait pas. Le chef est un faux chef qui se fait élire, donc qui a besoin d'être dans un rapport de séduction permanent avec les gens qui votent, et qui va, en fonction de ce qui est, entre guillemets, dans l'air du temps, prendre des positions qui peuvent parfaitement changer du tout au tout en l'espace de 24 heures. Pour ceux d'entre vous qui ont en mémoire l'histoire de la taxe carbone, parce que c'est un tout petit peu lié à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être qu'au moment de la mise en place de la taxe carbone, nous sommes passés successivement, en l'espace d'une semaine, au moment où les gilets jaunes là, ont commencé à brailler contre le prix de l'essence, à juste titre pour partie, j'y reviendrai après, ils sont passés de « nous serons inflexibles sur la taxe carbone » à « on va remettre à plus tard » et à « on abandonne ». Tout ça en l'espace d'une semaine. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est emblématique du fonctionnement dans une démocratie. Je le redis, l'élu est au service de ses électeurs au moins autant qu'il leur demande de s'exécuter. Je dis bien au moins autant. Alors notre ami Tocqueville, qui avait passé la démocratie à la loupe, nous a dit, il y a maintenant 2 siècles, à cause de la façon dont le système est construit, par exemple, on considère que tout le monde est égal sur la ligne de départ, donc si les gens ne sont pas égaux sur la ligne d'arrivée, c'est qu'il y a eu une injustice quelque part, d'accord? C'est qu'il y a eu une injustice quelque part, puisqu'on était tous au même niveau sur la ligne de départ. Hein? Machin, il a gagné plus que moi, c'est dégueulasse, il habite une plus belle maison, c'est dégueulasse, il a une plus grosse voiture, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est parce que, encore une fois, comme on était sur la ligne de départ au même moment, et avec les mêmes droits, on se dit à l'arrivée, on doit être pareil. Donc, ce que Tocqueville dit, c'est la démocratie rendra les gens rouspéteurs, voilà, rendra les gens consuméristes, j'ai le droit, donc je le prends, rendra les gens court-termistes, rendra les gens individualistes, voilà, tout ça, c'est écrit il y a exactement 2 siècles. Tocqueville écrit donc, la démocratie poussera à la consommation de masse. La consommation de masse pousse au changement climatique. Ah, merde. Comment je fais pour garder la démocratie sans consommation de masse? Pas simple. Puisqu'à partir du moment où vous avez le droit, comment est-ce qu'on fait pour vous enlever le droit? Tocqueville avait également dit qu'en démocratie, il y aura un truc qui sera un lieu de pouvoir absolument majeur, c'est les médias. Alors là-dedans, vous pouvez mettre les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Et que, soit dit en passant, ça sera le seul pouvoir sans contre-pouvoir en démocratie. La démocratie, alors c'est une variante de court-termiste, ce qui fera le buzz, c'est les petits machins superficiels,
Et effectivement, le rouge à lèvres de Kim Kardashian fait plus de vues sur YouTube qu'une conférence philosophique sur où allons-nous dans les 50 ans qui viennent. Du coup, ce que Tocqueville dit, c'est que la démocratie recèle en elle-même sa propre fragilité, qui est d'être incapable de gérer correctement les grands dangers de long terme. Et alors évidemment, comme vous êtes tous des gens qui ont été formés à la logique élémentaire, si la démocratie n'est pas capable d'accoucher du système qui permet de gérer le problème, la solution involontaire au problème se passera de la démocratie. C'est la contraposée. Oui ? Alors, à l'époque, la seule alternative que Tocqueville connaissait, c'était la monarchie, qui est une dictature patrimoniale, j'ai envie de dire, enfin de père en fils ou de mère en fils. Enfin, et effectivement, Tocqueville disait, par exemple, en monarchie, les gens sont fatalistes. Donc les gens se contentent de ce qu'ils ont et ils acceptent un système immuable. Et confère ce que je vous avais dit à un moment sur, quand je vous avais reconstitué dans le premier cours, je crois, le PIB sur 2 millénaires, pardon, je vous avais dit, tant qu'il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de démocratie, parce que j'ai fait une petite blague en disant que ce n'était pas la peine de la promettre. Mais de fait, ce n'était pas la peine de la promettre, il n'y avait pas d'élection, parce qu'il n'y avait pas de démocratie. Et ce que l'histoire nous enseigne, c'est que des systèmes sachant gérer, adaptés à un contexte stable, ou qui émergent plus exactement quand le contexte est stable, sont des systèmes qui sont significativement plus coercitifs que la démocratie. Parce qu'en démocratie, dès que vous promettez plus à l'un, vous ne savez pas promettre moins à l'autre. Or, dans un monde stable, c'est ce que vous devez faire. C'est très difficile d'enlever en démocratie. Vous voyez bien. Je vais vous enlever un peu de votre temps de retraite. Ah, vous en avez pour 25 ans. Donc je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis juste, de fait, quand vous regardez, c'est tout ce qui consiste à enlever est quelque chose qui est extrêmement lent. Et c'est pour ça que les systèmes dans lesquels on a besoin d'enlever rapidement sont en général pas des démocraties. Une entreprise, c'est un système dans lequel vous avez besoin d'enlever rapidement, à un moment éventuellement, vous faites de plus mauvaises affaires, vous avez besoin malheureusement de licencier du monde, eh bien, vous ne dites pas on va faire des élections pour savoir qui on licencie, etc. Non, vous prenez une décision et vous le faites. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou c'est mal. J'observe simplement que le système est adapté à une prise de décision plus rapide, parce que la décision plus rapide est nécessaire quand vous avez affaire quand vous êtes devant la nécessité d'enlever quelque chose à court terme. Et c'est pareil sur un bateau, vous avez un capitaine, il ne fait pas un référendum tous les 4 matins pour savoir si on affale la voile, on envoie la voile, on va à gauche, on va à droite, etc. Se mettre à bord après Dieu, vous vous rappelez de cette formule. Donc quand vous êtes dans un système dans lequel vous avez éventuellement besoin d'enlever quelque chose ou de prendre une mesure contraignante à court terme, l'histoire vous montre que ce n'est jamais des systèmes démocratiques. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste pour le plaisir de philosopher. Je suis en train de dire, on a une vraie question dont, à mon avis, on n'est pas du tout assez conscient dans le débat public, qui est la démocratie a du mal à faire accoucher d'économies, parce que les économies, c'est des contraintes. C'est là que je voulais en venir. Sauf que si on ne sait pas gérer de nous-mêmes la contrainte, l'histoire nous enseigne qu'au moment où le contexte est ce qui nous pousse à la contrainte, à ce moment, je ne suis pas complètement sûr que ce système-là perdure d'une façon longue. Oui. En opposant la démocratie au modèle de l'entreprise, justement, d'accord que le long terme dans une entreprise, c'est 5 ans, dans le meilleur des cas, les gens en général, c'est pas... Alors ça dépend de l'entreprise, ça dépend de son histoire, c'est très vrai dans les sociétés financiarisées. Quand vous êtes coté en bourse, c'est encore plus vrai quand vous avez un patron lardé de stock options qui ne pense qu'à partir dans les 5 ans qui viennent en se disant après je suis tranquille. C'est beaucoup moins vrai dans les petites sociétés patrimoniales. Par exemple, si vous prenez un vigneron, j'ai aussi une entreprise, si vous avez des copains à l'agro, fils de champenois ou filles de champenois, eh bien c'est des gens qui peuvent très bien raisonner à 20-30 ans sans aucun problème. Donc ça dépend vraiment de la nature de l'entreprise. Vous avez plein d'entreprises patrimoniales dans lesquelles les exigences de rendement sur capitaux et les horizons de temps n'ont rien à voir avec effectivement les grandes sociétés cotées en bourse où là les horizons de temps sont devenus très courts. Ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui, à titre personnel, considèrent qu'on devrait appuyer fortement sur la pédale de frein de ce côté-là. On devrait supprimer les comptes trimestriels, supprimer la cotation en continu, enfin tous ces trucs-là feraient énormément de bien, notamment à la résolution des problèmes de long terme. Voilà, je ne vais pas me faire des copains dans les cabinets d'audit si je dis ça.
Enfin, comme j'y travaille pas, je m'en fiche. Mais très clairement, on aurait besoin de freiner fortement le système. Oui, ça c'est très clair. Dernier point, en ce qui concerne la démocratie, le bulletin de vote ne dépend pas de vos connaissances préalables. Je ne dis pas encore une fois que c'est bien ou c'est mal, ça fait partie du cahier des charges. Donc on ne fait pas passer un test de connaissances avant de vous demander votre avis sur le programme d'un candidat. Donc un candidat qui dit je vais greffer un 3e bras à chacun, on ne fait pas passer un test de connaissances pour savoir si c'est faisable ou pas faisable, et s'il faut qu'il embauche le roi Alexandre avant de voter pour lui. Vous votez avec ce que vous savez. Et donc, comme l'avait dit Tocqueville, il y a quelque chose d'absolument central en démocratie qui s'appelle les médias. Alors à nouveau, je vous propose quelques petits calculs d'ordre de grandeur, parce que, retenez bien ce que je vais vous dire aussi, vous allez toute votre vie vivre dans des mondes à l'information imparfaite. D'accord ? Une fois que vous allez sortir d'ici, vous vivrez dans un monde à l'information imparfaite. L'univers professionnel ou personnel dans lequel vous évoluerez vous demandera de discuter avec des gens qui ne seront jamais sur la même base de connaissances que vous. Et ou lui, ou elle, ou vous, aura de toute façon une partie des connaissances manquantes pour faire le tour du problème dont vous êtes en train de discuter. Alors, regardez les ordres de grandeur. À partir du moment, l'information, ce qu'on appelle à la source. Donc, en gros, vous allez venir en cours, ce dont je vous remercie, consciencieusement et religieusement m'écouter pendant 24 heures, ce qui est beaucoup plus que ce que font la majeure partie des gens dans ce pays pour s'acculturer à ce problème-là. Ça va concerner une population de quelques dizaines à quelques centaines de milliers de personnes dans le pays. Si je regarde la population que moi je vais toucher directement ma vie durant, ça va se balader aux alentours de 50 à 100 000 personnes. Et puis en face de ça, vous vous appelez le présentateur, vous vous appelez Boulot. Pardon ? Alors Hanouna, il ne fait pas d'informations, enfin ou en tout cas pas les mêmes. Je pensais plutôt à Gilles Boulot ou au beau gosse de France 2, là, dont j'ai oublié le nom à l'instant. À ce moment, vous allez avoir quelques millions de personnes en face de vous tous les soirs. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Et en fait, en démocratie, j'ai envie de dire, un des sujets centraux, quand on pense que l'expertise est importante dans le débat public, c'est d'assurer le chemin qui va de en haut à gauche à en bas à droite. C'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les gens qui sont des relais d'information essayent de relayer, pour en revenir à ce que j'avais dit au moment de l'énergie, ce qui est important et non pas ce qui est nouveau. Bon, et je peux vous assurer que c'est pas gagné tous les jours. Voilà, donc il faut faire attention au fait que ce qu'il y a dans le journal n'est pas nécessairement représentatif, je le répète, de ce qui est important dans le monde. Et que la manière dont la population va réagir à un problème donné se fait beaucoup plus au regard de ce qu'il y a dans le journal, ou qui circule sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'audience, c'est pareil, hein, qu'au regard des faits. Et s'il y a une discordance entre les deux, c'est la représentation médiatique des faits qui gagne. Ce n'est pas les faits. Alors évidemment, c'est un exercice qui est compliqué. Si je prends la vulgarisation de ce qu'on sait sur le changement climatique, la totalité de ce qui a été publié dans les revues scientifiques sur quelque chose qui a de près ou de loin un rapport avec le changement climatique induit par les hommes, c'est des centaines de milliers de pages de littérature scientifique. Quand j'en fais un rapport du GIEC, 2000 pages, que probablement, s'il y a d'une fois les doigts de la main d'élèves dans cette salle qui lisent une fraction significative du rapport du GIEC, ça sera un grand maximum. J'ai déjà opéré un taux de compression de quelques centaines, vous voyez, hein, entre toute la matière disponible et un rapport de 2000 pages. Si je passe au résumé pour décideurs, qu'une toute petite partie des décideurs vont lire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, là où il y a un étudiant belge qui interpelle des politiques en Belgique, ça vaut mieux, et qui demande aux députés, je crois que c'est les députés qui sont là, qui d'entre vous a lu le dernier résumé pour décideurs du rapport 1.5 du GIEC? Il y a entre 0 et une main qui se lève, je crois.
Oui, enfin, il y a une question de traduction. Normalement, ils savent tous lire l'anglais, ou à peu près. Surtout si c'est les... Ou bien ils sont français, et ils peuvent lire en français, ou bien ils sont flamands, et ils parlent tous anglais. Presque. Donc, non, de toute façon, il y a un vrai... Même en France, hein, vous poseriez la même question aux députés français, vous auriez 3 mains qui se lèvent. Hein. Donc, et pourtant... Vous êtes déjà passé, vous avez rajouté un taux de compression de 50 par rapport à l'information disponible, et quand vous en faites un article dans le journal, en gros, vous essayez de faire passer des centaines d'heures de cours en une demi-seconde. Donc vous avez aussi un énorme sujet lié au fait qu'une information courte est une information incomplète par construction. Bon, après, pour la petite histoire, je rappelle également qu'un média, c'est une entreprise humaine comme les autres. Comme les autres. Donc il n'y a ni plus ni moins de rigueur dans un média qu'il n'y en a ailleurs. Donc quand vous lisez un article dans le journal ou quand vous voyez un truc à la télé, vous ne savez pas pourquoi c'est ça plutôt qu'autre chose, parce qu'il y a plein de trucs importants dans le monde en permanence. Pourquoi est-ce qu'on a interviewé machin et pas bidule ? Pourquoi est-ce que dans ce qui a été dit, est-ce qu'on a retenu correctement ce qui a été dit? Alors je vais vous donner quelques exemples. Quand il y a un sujet, ce qu'on appelle un sujet, c'est la partie reportage dans un journal télévisé. Vous savez, dans un journal télévisé, n'importe quel sujet, là pour le coup, fait 1 minute 30 à 2 minutes. On vous parle, je sais pas quoi, tiens, pour prendre un exemple récent, des fraises bio sous serre. Bon. Le truc, c'est 2 minutes. On va interviewer 1 ou 2 personnes pendant ces 2 minutes que vous allez voir à l'écran 20 secondes. Est-ce que vous savez quel est le temps d'interview pour arriver à ces 20 secondes? En général, 1 demi-heure. Bon. Qui décide de ce qu'il va y avoir dans les 20 secondes en question? Pas la personne interviewée, ça je peux vous le dire. C'est le journaliste qui interviewe, ou la journaliste qui interviewe, qui décide de ce qu'il va y avoir dans les 20 secondes retenues. Donc, la personne qui est interviewée ne décide pas de ce qui lui semble le plus important si on ne retient que 20 secondes. C'est le journaliste qui décide. Vous ne savez pas ça, hein? Et le présentateur ne vous le dira pas. Il ne vous dira pas avant chaque sujet, et je vous rappelle que ce qui apparaît à l'écran, c'est le journaliste qui a décidé, et on ne sait pas si la personne interviewée considère que c'est le plus important ou pas. Je ne dira pas. Voilà. Bien évidemment, le système, il est asservi, c'est-à-dire que au moment où les gens rentrent en fonction dans la presse, eh bien, ils ont un avis, et ça va évidemment conditionner la façon dont ils vont traiter les sujets. Voilà, donc la raison pour laquelle j'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redis, le journal n'est jamais une source opposable, je maintiens, le journal n'est jamais une source opposable. Donc le journal, ça vous sert à vous donner une première information. Si vous voulez mettre en avant cette information dans n'importe quel processus dans lequel vous avez besoin de quelque chose de fiable et vérifié, vous êtes obligé d'aller regarder par vous-même derrière. D'aller retrouver l'information à la source, de vérifier que cette information à la source elle-même est à peu près crédible, etc. Hein? Vous ne pouvez jamais prendre... Je vais vous le redire autrement, un journal, c'est la fin d'un téléphone arabe. Vous avez tous joué au téléphone arabe quand vous étiez petit? Bon. Qui dans la salle a déjà joué au téléphone arabe en étant petit et n'a jamais vu la moindre distorsion, jamais, jamais, entre le début de la chaîne et la fin? Ben voilà. Vous savez pourquoi il ne faut pas croire un journal. C'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons intermédiaires, ni la qualité de transmission entre chaque maillon. Hein, voilà.